Salut tout le monde. Je tiens à préciser que l'intro que vous allez entendre, c'est vraiment une intro hors du commun et douteuse. Euh, présentement, je fais une intro d'une intro, donc vous voyez le sens de la chose. Puis, pour vrai, prenez pas ça au sérieux, parce que nous, on ne l'a pas pris au sérieux. Donc, merci et sur ce, bonne intro. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau podcast. Cette semaine, on reçoit Louis Cournoyer, qui est animateur à Énergie, animateur radio, et l'annonceur maison des Cataractes de Shawinigan. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de passion dans la vie. Il est vraiment intéressant, puis il a vraiment eu un parcours atypique. Il a fait beaucoup de place dans sa vie. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de jasettes, puis c'était vraiment super intéressant. Ça go with the flow, comme j'aimerais dire. Ça découle vraiment facilement la discussion. Puis c'est ça. Là, je vais vous dire de vous abonner à notre chaîne YouTube. Là, c'est vraiment comme un ordre, s'il vous plaît. Mais si ça fait plaisir pour vrai, ça fait grandir la chaîne. Euh, on est comme quoi? Présentement, on est 53 à l'heure qu'on enregistre cette introduction. On est 53 et j'aimerais ça que ça augmente, s'il vous plaît. Juste à 54, je serais de bonne humeur. Donc, merci. C'est ça, 54, c'est un beau chiffre. On vise le 54 abonnés. 54, on fait un gros giveaway de 4000 US. Non, mais Exactement. pour En vrai, fait, on voulait faire tirer des AirPods puis des MacBook Pro. Fait que 54, c'est le hit. Merci. mais plus sérieusement, le podcast il a été tourné le 7 février, dimanche du Super Bowl. Si vous voulez voir la prédiction de Louis Cournoyer, il a dit à la fin du podcast, vous allez pouvoir voir son choix qui est peut-être douteux ou peut-être pas. On va voir comment le podcast va bien évoluer. Et sinon, vraiment un gars de fun, passionné. J'ai eu l'impression qu'il y avait du plaisir à participer au podcast, pas juste parce qu'il se sentait obligé, au contraire. Puis sinon, pour les personnes qui sont très partisanes de Mathieu Vizina, écoutez, Mathieu aurait aimé ça participer au podcast. Malheureusement, il n'est pas là. Ça ne donnait pas que son horaire. Et puis, on a très hâte de le revoir dans le prochain podcast. Et sinon, sur Non, ce. attends, non, dis pas sur ça, j'ai d'autres choses à dire. Ok, vas-y. Là, je m'adresse au fan club de Mathieu Vizina. Là. On se dit à la prochaine fois parce qu'il n'est pas là. On t'aime, Mathieu. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hubert Rochelot ainsi que notre invité Louis Cournoyer. Bonjour les gars, comment ça va? Ça Salut, va? ça va super bien. Vous autres, en forme? Super Oui, bien. ça va super bien. Écoutez, Yes. c'est la prise 2 de notre. On a recommencé comme Ouais. l'interview du début, fait qu'on va reposer les mêmes questions, mais ça ne sera pas aussi naturel. Fait que dans Oh le oui. fond, comment ça s'est passé, c'est que Louis, c'est un annonceur maison pour les Cataractes de Shawinigan. C'est lui qui annonce les buts et les passes. Et aussi, il est animateur radio au 102.3 Énergie. Mhm. Puis en commençant, Louis, première question, ce serait comment ça a commencé la radio pour toi? Dans le fond, c'est très, 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 très jeune. Je suis tombé comme dans la marmite de la musique. Mes cousins m'ont vraiment fait découvrir plein de groupes rock des années 70. Puis, tu sais, moi, je suis né en 1976, fait que ça vous donne un peu mon âge. Je vais avoir 45 cette année. Donc, dans les années 80, c'est vraiment là que j'ai fait mon éducation musicale, mais c'était Led Zeppelin, Black Sabbath, le gros rock des années 80, CDC, toute la vague New Wave qui est arrivée. Puis, tu sais, quand on est jeune, qu'il y a juste 4 postes à la télé puis qu'il faut que tu ailles jouer dehors le plus souvent possible pour te divertir, ben moi, je trouvais souvent refuge dans la musique. Donc, j'écoutais souvent des heures et des heures, plein de groupes qui m'étaient suggérés par mes cousins, par ma mère aussi qui chantait, qui a vraiment une belle voix, qui m'a toujours fait découvrir ces artistes à elle, que j'aimais un peu moins, mais c'est plus tard que j'ai appris à les apprécier parce que, tu sais, quand on est jeune, les chanteurs de charme, on ne tripe pas trop là-dessus, mais on les découvre plus tard. Donc, vraiment, je suis tombé dans la musique très, 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 très jeune. À ce moment-là, je ne savais pas là, que j'étais pour devenir un animateur de radio, mais j'étais vraiment, vraiment fasciné par la petite boîte, là, l'appareil
le radio en tant que tel, là, que quelqu'un puisse nous parler à travers les haut-parleurs quand tu étais petit, quand tu es jeune, il y a des choses qui te fascinent et tu ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un peu comme ça là, que j'ai fait mon cheminement là, vers le cégep. J'ai fait mon secondaire à Louisville, à l'école secondaire L'Escale. J'ai fait de la radio étudiante. J'étais toujours aussi fasciné par la musique. Puis c'est là que j'ai décidé d'appliquer au cégep de Jonquière pour aller faire mon art et technologie des médias. À ce moment-là, puis si on va parler de hockey un peu plus tard, mais je suis vraiment accro au hockey. Je joue au hockey moi-même. Je suis à Louisville encore là. Puis des statistiques dans le journal tous les matins. On regarde ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les draveurs existaient dans ce temps-là. On suivait, il y avait un gars à Louisville qui s'appelait Denis Paul aussi, qui a joué pour les Cataractes, puis qu'on suivait ses statistiques. C'est un marqueur prolifique. Il y avait Stéphane Lebeau avec les Cats, bon, etc., etc. Puis je voulais vraiment devenir un journaliste sportif. Okay. Un espèce de, je sais pas, Régent Tremblay ou dans le Journal de Montréal, à ce moment-là, il y avait Bertrand Raymond, il y avait tous les statisticiens qui étaient sur la galerie de presse, qui suivaient les Canadiens et les Nordiques, parce que mon père était un Nordique, fait que ça faisait des bonnes discussions à la maison. Puis je voulais vraiment faire ça jusqu'à ce que j'arrive au cégep de Jonquière, puis que là, je découvre ce qu'est la presse écrite. Parce que là, je me suis rendu compte que je n'étais pas le genre de gars à s'asseoir devant un ordi, à faire des recherches, à pondre des textes selon des heures de tombée précises. Je ne suis pas un gars qui est très structuré dans la vie. Je suis plus fling-flang. Puis là, je suis tombé dans la radio, puis là, j'ai vraiment goûté à la console, à faire mes émissions, etc. Puis j'ai vraiment beaucoup plus aimé la radio, puis je me suis vraiment rendu compte, là, au cégep, j'ai dit, hey, ma première année de cégep, j'ai dit, ouais, sérieux, tout mon background musical que j'avais sous-estimé est venu me rejoindre. J'ai vraiment laissé de côté l'ordinateur puis, pour me consacrer à des... Je tripais à faire des recherches musicales, à monter des scénarios d'émissions de radio. Puis j'ai vraiment délaissé la presse écrite comme objectif. Puis je me suis vraiment consacré à 100% à devenir ce que j'allais éventuellement faire dans la vie, c'est-à-dire un animateur de radio et tout ce que ça englobe. Là. Puis, justement, ton cours au cégep, c'était-tu comme un cours d'initiation? Genre que tu voyais un peu de tout pour justement voir que c'était vraiment plus la radio que tu voulais faire? Parce qu'au début, tu t'es inscrit là, mais c'était pas pour devenir animateur de radio, c'est ça? Non, c'est ça. Je m'en allais, comme je te dis, pour devenir une référence en hockey, en statistique, tout ça. Puis vraiment, c'était pas moi. Puis en même temps, suivre le hockey, là, c'est soir, week-end, etc., etc. Puis bon. Fait que c'est vraiment dans le programme où là, on touche à la télévision. Puis tu sais, quand je suis là, moi, c'est 94-97. Là. Okay. Je ne sais pas, vous étiez peut-être même pas d'un projet de vos parents, les boys. Non. mais tu sais, là, c'est l'arrivée d'Internet. C'est le CD là, qui est au sommet de sa gloire. Donc, encore là, c'était très, très extrêmement fascinant. Il y avait toute la publicité, là, ce qui s'appelle site Internet, publicité, web, tout ce qui est conception de site Internet, ça ne m'intéressait pas. Télévision. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise devant une caméra, mais j'ai jamais été vraiment à l'aise de regarder l'œil comme je vous regarde. Là. Puis, tu sais, des fois, je suis porté à. C'est pas naturel pour moi de faire de la télévision. Fait que, tu sais, moi, tout seul, dans mon studio, habillé en T-shirt, tu joues avec l'éclairage, tu te fais une petite ambiance, puis là, tu fais ton émission de radio. Tu sais, pour moi, là, c'était le meilleur compromis de triper là, dans mon tout seul, puis faire triper le monde avec des images mentales que je peux faire, que je peux faire, je sais pas, découvrir des trucs, parler de ma région à ma façon, sans que personne me voie nécessairement, comment je suis habillé ou comment je suis coiffé ou qu'est-ce que j'ai fait la veille ou si j'ai dormi ou pas. Ou, c'est ça, la radio, c'est vous pouvez vous imaginer qui je suis, puis moi, je peux m'imaginer qui m'écoute à ce moment-là, tu sais.
Mhm. Donc, ça venait rejoindre vraiment des trucs chez moi là, qui correspondent à ce métier-là. Là. OK. Fait que là, tu as fini ton cours au cégep. Après ça, Ouais, avant ça, tu avais été à la radio étudiante, tu as vu que tu aimais ça. Mais, ouais, ouais. mais qu'est-ce qui a fait en sorte, là, te dire, OK, je vais aller me lancer à la radio, mais comment tu fais pour te trouver justement un employeur à la radio? Tu sais, il y avait souvent du monde qui me disait, faut que tu commences à faire des shows de nuit, tu sais, pour. Ouais. Ben, Fait que toi, écoute, comment ça a commencé? dans le fond, quand on est en troisième année de cégep, là, c'est là vraiment qu'on. Parce que ça commence première année, là, comme je vous dis, il y a télé, radio, presse écrite, publicité. Tu choisis en deuxième année de ta concentration, donc tu en élimines 3. J'ai choisi radio. Donc, radio très générale. Troisième année, là, on est encore plus pointu. On fait de l'actualité internationale, de éthique et politique. Là, on a de l'histoire, parce que c'est toutes des notions qui nous permettent de nous situer dans le monde, qui permettent quand un groupe vient de l'Allemagne ou un groupe vient de l'Irlande ou des États-Unis, ben, il faut vraiment que je cherche de quel État ils sont, à savoir un peu, c'est une capitale pas loin de grosses villes. Bon. Donc, vraiment, en troisième année, on arrive après les fêtes, puis là, c'est notre stage. Donc, on est vraiment bien supporté par le cégep qui nous aide à découvrir un stage, à dénicher un stage. Ensuite de ça, une fois qu'on est là ou qu'on est revenu de notre stage, bien, on doit faire un démo. Un démo va comprendre quelques pistes, c'est-à-dire intervention, présentation de chansons, publicité qu'on a faite, un 30 secondes, un 15 secondes d'un produit ou d'un client X, etc., etc. Puis vraiment, là, tu mets ta personnalité sur un support audio. Il faut que la personne reçoive ton démo et dire, ce gars-là, il a l'air, il n'a pas juste l'air à connaître son affaire, mais il a vraiment l'air d'être, je sais pas, un peu plus éclaté ou plus sérieux ou plus Radio-Canada, plus Radio-Énergie, plus Rock Détente à l'époque, plus bon. Donc, j'ai envoyé plein de démos, que ce soit sur la Côte-Nord, dans la région de Montréal, Joliette et dans l'Ouest canadien. OK. C'est là que j'ai déniché mon stage. J'ai eu la chance de quitter le Québec à 18 ans, non, plus 20 ans. Mon stage s'est fait au nord d'Edmonton, dans une communauté francophone qui s'appelle Peace River. Je suis parti là pour 6 mois. Je monte en auto. Vraiment, là, j'ai rien dans la vie à part ma vieille bagnole que ma mère m'a donnée, tu sais, une poche de linge. Puis, donc, j'ai vraiment été chanceux. Donc, ça m'a permis de m'expatrier encore plus loin, de me retrouver tout seul avec moi-même, de devenir vraiment autonome, indépendant, puis vraiment faire ce que j'aime. Tu sais, moi, j'arrive en Alberta, là, la communauté francophone parle français, mais casse le français. Donc, tu sais, moi, là, que j'arrive là avec un français plus ou moins. Tu sais, j'avais pas un français parfait, mais je savais quand même bien m'exprimer. Donc, pour moi, là, pour eux autres, là, j'arrive là, moi, je suis. Waouh! J'ai vraiment pris confiance rapidement. C'est pas comme si j'avais commencé, par exemple, au Québec, puis mes cousins, mes cousines, mon père, ma mère m'écoutent, je suis tout nerveux, je veux pas décevoir. Tu sais, j'avais pas cette pression-là. Je pouvais vraiment me laisser aller, puis apprendre à connaître ce que j'aime, mais surtout ce que j'aime pas. Puis, je suis revenu après ça. Mes démos que j'avais envoyées, ça avait porté fruit. J'avais eu 2, 3 entrevues. Puis finalement, j'avais décidé de partir pour Port-Cartier, Bécomo. Donc, OK. je suis parti 5 ans sur la Côte-Nord, 97 à 2002 à peu près. Là. On Puis vient là, d'être né, mettons. ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'était ça, là, le lien entre le cégep puis ma carrière, ça a été mon stage dans l'Ouest canadien qui m'a vraiment permis là, de savoir que je voulais vraiment faire ça, qu'on avait vraiment un beau pays, puis que moi, je suis un gars de région, je suis un gars qui aime le monde. Les gens là-bas m'avaient reçu à bras ouverts, je m'étais vraiment senti dans mon élément, tout comme à Bécomo et à Port-Cartier, où là, j'ai rencontré vraiment ma première famille,
de radio, celles là, à qui j'ai fait confiance, que j'ai été loyal là, pendant mes premières années de carrière, puis qui me l'ont vraiment bien rendu. Là. Ils m'ont vraiment permis de me développer, de devenir un homme, devenir quelqu'un là, de droit, puis de respectueux pendant les interviews que je faisais, par exemple. J'ai pu devenir directeur musical, c'est-à-dire monter mes palmarès, mes top 40, mes grands décomptes, les émissions palmarès la fin de semaine. Vraiment prendre en charge le produit radio, là, ce qu'on entend en ondes. Là, j'avais vraiment une signature immédiate là, sur le produit fini. J'étais un rouage important de l'entreprise, puis tellement que quand j'ai manifesté le désir de partir de Port-Cartier en l'an 2000, mon patron Yvon m'a dit j'ai quelque chose pour toi à Bécomo. Il y avait une autre station de radio. Sa deuxième station de radio était à Bécomo. Puis dans ce temps-là, le Drakkar et l'Océanique, c'est la bataille navale. Bécomo, je veux dire, l'aréna est plein. L'Océanique, c'est dans le temps de Brad Richards puis Vincent Lecavalier. Je veux dire, c'est complètement fou. Là. Il y a quand le Drakkar traverse à Rimouski, il y a 5000 personnes dans l'aréna. Quand l'Océanique vient à Bécomo, c'est jouqué jusque dans le plafond de l'aréna. Donc, moi, j'arrive là, puis la radio CHLC-FM, à l'époque, fait les matchs du Drakkar à la radio. Okay. Et j'ai l'occasion de goûter. Ça, c'est ma première expérience de junior majeur, là, de goûter à la description d'un match de hockey à la radio avec Michel Morissette, qui était le descripteur là-bas, puis il m'avait donné la chance d'aller analyser les prouesses du Drakkar à l'époque. Donc c'est là, à Bécomo, vraiment que mon sideline éventuel, futur, je ne me doutais pas que ça allait être ça du tout. Là. Je te raconterai comment c'est arrivé, mais c'est vraiment là que j'ai pris goût au hockey junior, parce qu'avant ça, là, comme je te disais tantôt, que je check dans le Nouvelliste, là, quand je suis tout jeune, dans les années 80, là, il y a un grand bout là, où j'ai complètement arrêté de suivre le junior majeur jusqu'à ce que je revienne à 22, 23 ans à Bécomo, puis que là, je plonge dans l'aventure du Drakkar. Puis ça a duré 2 ans et demi jusqu'à ce que j'arrive ici à Trois-Rivières il y a presque 20 ans. C'est ça, mais toi, tu habitais à Louisville quand tu étais jeune. Masquinongé. Masquinongé, OK. Ouais, Après exact. ça, tu t'en vas à Jonquière pour étudier. Ouais. Après ça, tu t'en vas dans l'Ouest pour faire ton stage. Après ça, tu reviens à Port-Cartier. Après ça, tu t'en vas à Bécomo. Bécomo. Tu as fait plusieurs places, là, dans le sens... Toi, ça ne te dérangeait pas de partir puis d'aller à l'aventure, là? Écoute, non. Non, puis écoute, plus j'y repense aujourd'hui, puis plus je referais la même chose, tu sais. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'étais resté à Trois-Rivières, puis parce que j'avais appliqué en radio. J'avais aussi appliqué à l'Institut de technologie agricole à l'Apocatière. Okay, donc, c'est soit la radio, puis étant donné que j'ai de Masquinongé, j'ai grandi sur la ferme familiale, tout ça. Donc, moi, encore aujourd'hui, l'agriculture, le bien-être des animaux, l'agronomie, les plantes, faire attention à son environnement, tout ça, c'est des valeurs que j'ai gardées, tu sais, puis que c'est pas dit qu'un jour, je n'aurais pas une petite fermette ou quoi que ce soit, mais j'avais appliqué, donc, à l'Apocatière, puis j'ai fait le choix. Ah oui, puis j'avais appliqué aussi en sciences humaines, pas de maths, genre à Trois-Rivières. Comme moi, puis Hubert, on a fait. Exactement. Il y a plusieurs de mes amis qui restaient ici, puis ça aurait été confortable pour moi de continuer de triper avec les boys, puis de rester à Trois-Rivières dans un environnement connu, puis je savais où étaient tous les bars par cœur. Puis, mais j'ai vraiment choisi avec mon cœur, puis j'ai décidé de quitter. Donc, tu vois, j'ai déménagé à peu près 15-16 fois dans ma vie. Ouais. Ça ne m'a jamais dérangé. Au contraire, ça m'a permis de m'adapter à des communautés, de rencontrer des gens de différents horizons, donc vraiment l'adaptation, l'autonomie, puis de m'ennuyer aussi de mes proches, puis de me rendre compte à quel point ils sont importants dans ma vie, qui ont été importants. Donc, quand je suis revenu à Trois-Rivières, puis je m'en venais à Trois-Rivières, il ne faut pas se leurrer, là. Moi, c'est IGB, Radio Énergie 102.3, là, comme ça s'appelait dans ce temps-là. J'écoutais ça quand j'étais jeune. C'était vraiment, là, je réalisais mon rêve, là, de travailler à Énergie. Là, je faisais de la radio pour toute ma gang. Là. J'étais prêt, là. J'étais armé jusqu'aux dents. Là. J'avais tout fait, tout pratiqué, tout testé. Là, je devenais juste animateur.
c'était mon émission avec Stéphane Beaulac dans le retour à la maison. Puis je faisais le top 10, les bombes. Tu sais, j'étais comme, wow, si je fais 6 mois, là, j'ai réalisé mon rêve, j'ai réalisé ma vie. Finalement, ça dure depuis tout ce temps-là. Tu sais. Ouais, c'est vraiment inspirant, tout ça, là, genre dans le sens. Toi, au contraire, tu voyais pas ça comme des sacrifices à aller ailleurs, tu voyais plus ça comme une expérience que tu peux gagner. Oui, c'est sûr que c'est un sacrifice, mais oui, c'est sûr. Comme on dit, nous autres en radio, embrace the new, c'est-à-dire embrasse la nouveauté. N'hésite pas à te sortir de tes souliers pour aller chercher ne serait-ce que d'autres notions, rencontrer d'autres gens, te placer dans des situations que naturellement tu ne te serais pas placé. C'est sûr que sauter dans le vide, ça fait peur, tu sais, mais finalement, tu le fais une fois, puis tu le refais après ça une deuxième fois. Parce Puis, que t'aimes ça. ben oui, puis tu sais, tu as toujours un seul objectif, c'est de revenir à la maison un jour, puis de pratiquer ton métier du mieux que tu peux. Puis en faisant ça, ben j'ai compris aussi ce que mon père a fait plus jeune, parce que mon père il est opérateur de machinerie lourde. Il a travaillé à Bay James, il a travaillé aux Olympiques, il a travaillé à Expo 67. Il a passé le pipeline jusqu'à là-dessus. Tu sais, il partait des fois des semaines, des mois. Il a travaillé à LG2 en Abitibi. Fait que lui-ci, tu repenses à ça plus tard, on répète les mêmes patterns que nos parents. Là, ben, Ouais. j'ai fait un peu la même chose que mon père, c'est-à-dire que pour payer ma maison puis gagner ma croûte, il a fallu que je m'expatrie puis que je laisse en plan ma famille pour aller m'accomplir finalement puis en revenir plus fort. Là. Je vais juste revenir un peu sur le hockey junior que tu disais à Bécomo. Ça, je vais permettre à mon petit chien de rentrer parce que là, il n'arrête pas de... Pas de problème. Pas de problème. Ouais, je l'entendais en arrière qui faisait des petits... Ouais, je vais vous le montrer là, parce qu'il aime bien ça faire de la radio. Parfait, ça. Je vais le laisser sur moi. Là. Bon. Parfait. Fait que alors, c'était Michel Morissette qui décrivait les matchs, c'est ça? Oui. Ben Michel, il a pris sa retraite cette année. Là, ça fait 20 ans là, que là, vous voyez juste une tête de chien. Il a pris sa retraite cette année et Michel m'a vraiment tout appris du processus de match de hockey parce que c'est bien beau avoir un match. Tu ouvres la télé, le match commence, mais tout ce qui se passe avant, pendant, que personne ne voit, c'est là que j'ai découvert, c'était fascinant. Le petit, c'était Richard Martel qui était l'entraîneur. Richard qui est aujourd'hui politicien, qui est pour le Parti conservateur, je pense, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais Richard, c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la Q. Le plus grand nombre de victoires. Il a coaché Saguenay, il a coaché dans la Ligue nord-américaine aussi. Puis son adjoint, c'était Bobby Barry. Bobby Barry qui a gagné la Coupe Futura ou quoi que ce soit avec l'extrême de grand-mère dans les années 2000. Après ça, il a coaché. Puis je pense qu'il coach encore Bobby Thetford Mines aujourd'hui. C'est un gars extrêmement coloré. Il est dans l'organisation des Aigles aussi. Donc, je suis vraiment tombé dans une gang de passionnés de hockey. Puis Michel, encore aujourd'hui, c'est un bon ami. Là. Mais quel descripteur exceptionnel. Moi, ce qui me fascine de ces gars-là, là, comme Maguire ou mon collègue Frédéric Beaulieu à Énergie, qui est probablement, écoute, après Maguire au Québec, là, à mon avis, Fred il est top 3 au Québec descripteur, puis je travaille encore avec à Énergie depuis 17 ans maintenant. Ces gars-là ont une mémoire des noms, ils connaissent leur hockey, c'est des gars généreux, des fois, ils te lancent des perches d'analyse, puis là, des fois, tu ne sais plus quoi dire, puis ils sont tout le temps là pour combler le blanc ou pour te lancer sur un autre sujet, puis tu développes avec le temps, justement, ces réflexes-là. Tu vois, là, je pourrais jaser de même pendant des heures. Là. Donc, ça t'aide à développer ta fluidité, les termes de hockey, etc., etc. Mais oui, Michel, c'était une personne importante, autant en radio qu'en description hockey à la radio. Puis justement, toi, tu jouais au hockey quand tu étais jeune, sûrement? Oui. Puis là, tu as suivi le hockey junior. Puis là, tu arrives là, analyser du hockey puis jouer au hockey, c'est super différent. Là. Fait que, c'était quoi que tu faisais exactement? Ta journée de travail quand tu analysais, ça ressemblait à quoi? Là?
Ben, écoute, ça n'a pas pris beaucoup de place parce que je te dirais, sur 30 quelques matchs locaux, je pouvais peut-être en faire 5, 6 par année. Mais je faisais de l'opération de la mise en onde. Donc, quand j'étais pas. Parce que Michel avait ses analystes. Il y avait 3, 4 analystes qui venaient, qu'on se relayait à chaque année. Il y avait des commanditaires aussi, des gars qui mettaient de l'argent, qui investissaient dans le Drakkar. Michel les invitait à venir analyser le hockey. Puis, tu sais, c'était vraiment convivial. C'était vraiment unique comme produit. Puis, ben, écoute, dans le fond, pardon, qu'est-ce que c'est une journée type? Tu connais l'équipe, hein, tu connais le hockey, donc tu regardes les 2 rosters, tu essaies de repérer les numéros, le nom et le numéro pour visualiser tout ça avant. Donc, un petit peu d'études à faire avant chaque match. Mon vocabulaire hockey, évidemment, les façons d'analyser des jeux, quel angle je pourrais donner, quelle opinion je pourrais donner sur tel jeu. Donc, j'écoutais beaucoup de ce qui se faisait ailleurs. J'essayais beaucoup d'apprendre de ça. Puis, évidemment, je me collais à Michel. Là, mettons, le match commençait à 7 heures. Donc, à 5 heures, on commençait à se préparer. J'arrivais de bonne heure à l'aréna. Je m'inspirais des lieux. Puis, après ça, on se laissait aller. Mais c'était vraiment sans prétention non plus. Là, je veux dire, il n'y avait rien de parfait. Là. C'était go. Puis, parle-moi de tes tripes. C'est vraiment ça, là, parce que à ce moment-là, c'est pas mon métier. Là, je suis comme en formation. Hein. Okay. Fait que, il dit, vas-y, parle-moi de tes tripes. Dis-moi ce que tu vois. Décris-moi ce que tu vois, tout simplement. Puis ça a l'air de rien, mais décrire ce qu'on voit rapidement à la fraction de seconde près ou à peu près, là, ça n'avait rien d'évident. Fait que c'est sûr, quand j'ai commencé, j'étais plus discret. Michel prenait beaucoup plus de place, mais plus ça avançait, plus je me sentais à l'aise. Puis plus mon personnage radio aussi embarquait dans tout ça. Fait que non, c'est vraiment là que j'ai fait wow, le hockey junior, c'est quelque chose. On est ailleurs. Moi, j'ai fait midget 2C, 1 an. Moi, le contact, là, je mesure 6 pieds 5, je pèse 185 livres, midget 2C. Là. Moi, le contact, j'ai peur. Comme on dit, là, je fais dans mes culottes quand j'arrive dans le coin. Mais ça, je ne le dis pas, parce que je suis quand même dans le midget 2C, j'ai fait l'équipe, j'ai joué 1 an contact, je pense que je me suis cassé la clavicule 2 fois. Non, mais dans le sens où j'ai tellement grandi vite que mes os étaient un peu plus friables que les autres. Donc, quand j'arrivais dans des jeux corsés où il fallait que je m'impose, ben, j'étais un peu jaune, là. Ouais. Comme on dit, là. Fait que j'ai pas vraiment aimé mon expérience de hockey contact, ce qui fait que tout de suite après, là, quand je suis parti là, dans mon long périple, là, j'ai toujours joué partout, mais dans des ligues de bière. Des ligues de garage, 2-3 fois par semaine. Puis j'ai jamais arrêté, sauf cette année. J'ai jamais arrêté. J'ai toujours joué au hockey 1 à 2 fois par semaine. Puis ça aussi, ça m'a beaucoup permis de m'intégrer dans mes milieux, comme à Port-Cartier, à Bécomo, on avait parti la Ligue de deck hockey aussi. Là. Tu rencontres des gars, des plombiers, des avocats, des camionneurs. Fait que ça te permet aussi d'aller connaître les personnages principaux des villes où tu es, puis d'avoir des informations, des petits scoops, des histoires à raconter que tu te fais compter dans la chambre de hockey, puis là, tu te fais des amis, tu vas souper chez l'un, puis tu rencontres d'autres mondes. C'est vraiment comme ça que je me suis toujours installé dans les endroits où j'ai évolué professionnellement. Puis vraiment, le hockey, c'est vraiment le hockey qui m'a toujours permis, même ici à Trois-Rivières, de me faire accepter, d'entrer dans la gang, tu sais, de rencontrer des personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, puis qui m'ont amené à évoluer professionnellement. Puis là, tu as dit un mot que j'ai entendu, le deck hockey. Tu as dit que tu es parti de la Ligue de deck hockey à Bécomo. Ben, je ne l'ai pas parti, mais c'est un de mes collègues qui l'a parti, mais on était vraiment là... on était l'équipe originale, les 2 premières équipes. C'était du deck hockey intérieur sur des surfaces de ciment, d'aréna pas de glace, dans le fond. Là, c'était
c'était pas des surfaces grandes comme aujourd'hui. Là. C'était vraiment la grandeur d'une patinoire. Fait que je vais te dire que c'était du 5 contre 5. Là. C'était vraiment là, embryonnaire. Ça commençait le deck au Québec. C'était pas très populaire. Puis c'est ça, là, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Tu sais, ça m'a permis, là, encore une fois, élément déclencheur, la course à pied. Là, c'est là que je me rends compte que, crime, ça tient en forme, ça. Je vais te dire que, après une game de deck, là, t'es brûlé. J'étais brûlé. Je perdais 3-4 livres par game. Là. C'est pas des farces. Puis, j'étais un grand défenseur, fait que pas de contact. Encore là, ça joue quand même intense, mais on se respecte parce qu'on est des chums. Fait que, on a du plaisir, mais en même temps, on se dépasse. On a une petite bière ou deux après. Puis bon. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé à vraiment à découvrir ce qui était la course à pied et les bienfaits que ça avait. Mais oui, j'ai joué à Trois-Rivières aussi quand la Ligue a commencé avec, je pense, c'est André Chaput qui avait parti ça à l'époque ici à Trois-Rivières. Puis écoute, c'est un succès instantané. Tellement que quand je suis arrivé de Bécomo, je me disais, il faut partir du décorqué à Trois-Rivières. Je l'ai toujours dit, mais je ne l'ai jamais fait. Mais si je l'avais fait quand ça a été le temps, tu sais, probablement que j'aurais un petit peu plus d'argent dans mon compte aujourd'hui. Mais regarde, ça, c'est ma vie. Ça, souvent, j'ai des bonnes idées, mais je ne suis pas. Comment dire, je les porte pas. Au sommet. Je ne suis pas un entrepreneur. Moi, je suis comme un bon deuxième tout le temps. Fait que si j'ai des bonnes idées, mais j'ai besoin de monde vraiment pour m'aider à les porter ou à les réaliser. C'est ça, j'avais entendu dire justement que la Ligue de deck, encore à ce jour, à Bécomo, c'est encore dans un arena, puis ça joue encore 5 contre 5. Ah ouais? Ah bon, ben tu vois, ben, ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas. Je sais récemment, parce que j'ai parlé à Martin, c'est Martin Thomas, mon ami, qui avait parti ça. Je pense qu'ils ont créé des surfaces de deck hockey extérieures à Bécomo. D'ailleurs, pas loin du centre Henry Leonard, mais je peux me tromper, là, mais il me semble qu'il y a 2 nouvelles surfaces là, qui ont été construites. Je ne suis pas sûr si ça fait pas 2, 3 ou 4 ans, là, sous toute réserve, là, mais ouais, donc c'est. Puis après ça, le Québec a eu ses centres de deck hockey à Drummond, etc., un peu partout. Là. Aujourd'hui, c'est extrêmement populaire. C'est ça, c'est un sport qui est vraiment en émergence. Là. Ouais. Il y a déjà au-dessus de 400 clubs, si je ne me trompe pas, à Trois-Rivières. Fait que, c'est vraiment impressionnant. 6 surfaces, ça joue à tous les jours. Vous autres, vous jouez les boys au deck? Ou... Ben, moi, je joue au deck, mais Hubert... Non, moi, j'ai jamais joué, mais peut-être qu'un jour, l'été, je vais être remplaçant ou quoi de même pour essayer. Mais pour vrai, au hockey, je suis nul. Nul. Hubert, c'est un fan de hockey. Ouais, mettons, j'aime bien écouter le hockey et tout, mais jouer, là, aucun talent. Bon. Vraiment. Chacun ses forces. Chacun ses forces, on peut dire ça. C'est plus le soccer, Hubert. Exact. Fait que, dans le fond, après Bécomo, toi, tu as décidé de t'en aller à Trois-Rivières, c'est ça? Ben là, écoute, ça commence à... J'ai fait le tour. En même temps, je serais tellement resté, là, j'aurais pu passer ma vie sur la Côte-Nord. Pour vrai, là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'expérience, l'immensité du territoire. Écoute, c'est vraiment 5 belles années dans ma vie. Je serais resté là, mais je n'avais pas possibilité d'avancement. Puis j'avais à ce moment-là eu une réponse positive de Trois-Rivières. En fait, ça faisait 2-3 fois que j'envoyais des démos, puis que j'appelais à l'époque François Bordelot, qui est directeur des programmes. Puis là, je suis un peu coquille parce qu'il me fait une offre, mais je dis non, tu sais. Tu veux t'emmener, mais tu veux pas. C'est quoi, là? Fait que, écoute, finalement, j'y renvoie de quoi au mois d'avril. Puis je dis, écoute, je veux ça. Je suis payé tant ici. Je ne partirai pas pour moins. Finalement, il me fait une offre que je ne refuse pas. C'est du lundi au vendredi. Co-animation de Liberté provisoire, qui est l'émission du retour à la maison. À ce moment-là, les grandes gueules arrivent à la radio, genre en 2003, mais le midi. Ils faisaient un show le midi. Donc, tu sais, là, c'est vraiment là, le retour à la maison est local avec Stéphane Beaulac, François Morin à l'information. Puis moi, là, j'arrive out of nowhere, le petit gars de Masquinongé qui s'en vient travailler à Radio Énergie, puis tout fasciné, tout groupie des vedettes de radio là, que j'écoutais quand je revenais de Bécomo
j'écoutais tout le temps Énergie, puis écoute, c'était un rêve qui se réalisait. Fait que oui, j'ai décidé, puis j'ai eu ce que je voulais. Puis ça s'est vraiment bien passé. Je veux dire, Énergie, dans ce temps-là, était à Place Royale. L'édifice en verre bleu, là, la tour près du Parc Champlain. Ah. On était au 12e étage. Et puis, écoute, je pense 6 mois après mon arrivée, Transaction, je pense, écoute, je ne vais pas me tromper, là, mais c'est Astral Media qui est propriétaire à l'époque d'énergie, décide d'acheter Rock Détente. Ou le contraire, écoute, là, c'est du détail, mais on se voit dans l'obligation de déménager et de devenir frère et sœur avec Rock Détente. Alors que quand je suis arrivé, c'était la guerre. Compétiteur, quasiment la guerre. C'était plus une guerre commerciale de publicité, de vente que d'animateur parce qu'on se connaît tous et on ne saillit pas. Là. Okay. On se respecte. Donc, j'ai été le dernier à animer le vendredi soir. Je ne me souviens pas, je pense que c'était en février 2003, là, sous toute réserve. J'ai animé les bombes le vendredi soir. J'ai parti le réseau à 8 heures. Puis le lendemain, c'est moi qui étais le premier à animer où on est aujourd'hui présentement, c'est-à-dire Coin Royal et des Forges. Là, on allait retrouver Rock Détente et CHLN, maintenant aujourd'hui le FM 106, retournait où on était nous. Donc, on changeait de place. Okay. C'est-à-dire parce qu'à ce moment-là, je pense que, écoute, Rock Détente s'est départi de son réseau AM pour acheter Radio Énergie. Et donc, il fallait qu'eux autres libèrent et que nous, on réintègre ces studios-là. Donc, j'ai animé l'émission, je pense qu'on tombait local à 9 h le samedi matin. On a ouvert la switch. Puis c'est là que je pense que dans ce temps-là aussi, j'animais le matin, la fin de semaine. Oui, c'est ça. Je faisais les bombes, puis j'animais le samedi matin. Puis après ça, j'ai animé la fin de semaine. Et après ça, j'ai animé l'avant-midi, l'après-midi, etc. pour avoir un emploi fixe la semaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 3 h. Là. Ça fait comme 12-13 ans là, que je fais ce que je fais présentement, c'est-à-dire les mid-morning, mid-after, les émissions là, d'avant-midi et d'après-midi, là, souvent des émissions qui sont très écoutées au travail, en voiture, sur le chemin, sur la route, etc. Donc, ouais. Tu as eu plusieurs shows, dans le fond, si je comprends bien. Ben, il ne faut pas avoir peur non plus. Puis ça aussi, c'est un autre, ça rejoint tous les voyages que j'ai faits, c'est que professionnellement, je peux faire, confie-moi n'importe quelle émission, de n'importe quelle heure, je vais le faire, ça ne me dérange pas. Je veux dire, c'est ça le métier. Il ne faut pas avoir peur justement de sortir de sa zone de confort, puis de s'adapter, puis de changer de patron, puis de changer de collègue, parce que dans ce milieu-là aussi, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Travailler sans pression, je veux dire, être live tout le temps, c'est pas évident. C'est pas tout le monde là, qui trippe comme moi, j'ai trippé. Là. Moi, j'étais vraiment à ma place parce que j'étais un disc jockey. J'ai toujours travaillé dans les bars. J'ai travaillé dans les bars aussi quand j'étais dans l'Est, à Bécomo. J'étais DJ dans le plus gros club là-bas. J'ai travaillé au Temple, au centre-ville. C'est vraiment ma carrière de DJ, le gros point culminant, là, c'était d'avoir travaillé au Temple. Pour moi, c'est une grande fierté parce que c'était le bar. C'est la rue des Forges. Je trouvais que c'était le bar qui avait le plus classe. Le décor, l'ambiance, 3 étages. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas connu ces années-là, là, mais moi, j'ai travaillé là de 2008 à 2012 à peu près, avant de devenir annonceur des Cataractes. C'est pour ça que j'ai tout arrêté ma carrière de DJ. C'est vraiment d'avoir dégoté le poste d'annonceur maison des Cataractes, mais d'avoir travaillé au Temple, pour moi, c'est des années extraordinaires. Puis j'étais animateur de radio en plus. Fait que, tu sais, non seulement je parlais à ces gens-là à la radio, mais j'allais les rencontrer dans leur moment de sortie de divertissement. Donc, c'est toi ça, c'est toi, ah ouais, c'est cool. Puis moi aussi, je fais, c'est toi ça qui m'appelle, puis blablabla, blablabla. Fait qu'on
dans le fond, ça m'a vraiment aidé, ça, à aller, comme je vous disais aussi avec le hockey, les ligues de bière, etc., à rencontrer mon monde, à m'intégrer dans ma communauté, puis à ce que les gens me replacent, tu sais. Ouais. Parce qu'en quelque part, on travaille pour notre succès, nous autres. Il faut se faire voir, il faut se faire. C'est bien beau rester mystérieux, caché dans ton studio, derrière ton micro, mais il faut que tu te fasses voir, puis il faut que tu te fasses connaître. Fait que ça, écoute, c'était. Il y Ça avait te crée deux un pistes. réseau de Écoute, contacts. j'étais DJ le jeudi soir, le samedi soir, en bas au temple. Là, c'est le contrebandier aujourd'hui. Mais écoute, à 10h30, mes pistes de danse, j'avais 2 pistes de danse, ça se remplissait. Là, je vous dis, les gars, là, à 1h30 du matin, là, c'était, comme on dit, c'était l'asile dans le bar. Là. Puis tu avais le deuxième étage qui était full au bouchon. Écoute, c'était les belles années des bars avant que Facebook, Tinder et tous les réseaux de rencontres, etc., n'arrivent. Puis que là, les bars, les discothèques, les clubs connaissent un déclin de fréquentation. Là. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, là, mais ça, c'en est un. Puis c'était rendu aussi qu'il fallait que je numérise ma musique. Là. À ce temps, les tables de DJ, dans ce temps-là, on prenait notre clé USB, on la plantait dans la table tournante. Puis là, toute notre musique sur notre clé USB apparaissait. Là, tu choisissais ta tune. Tu sais, moi, j'avais mes CD. J'étais DJ avec mes CD. Je voyais bien là, que ce qui s'en venait, là, c'était fastidieux pour moi. Il fallait que je m'équipe, que j'informatise toutes mes affaires. Puis, ça ne me tentait plus là, puis j'étais rendu à 35 ans, les enfants qui sont arrivés. Donc, j'ai tout laissé ça. Puis là, j'avais lancé une ligne à l'eau pour le hockey, pour les cataractes. Puis finalement, ben, là, c'est là qu'on est rendu. Là. C'est là que j'ai une proposition. Oui, c'est ça, c'est vraiment pas pire. Ouais. C'est pas rien, là, être annonceur pour les cataractes. Justement, comment c'est arrivé, justement, cette affaire-là? C'était en 2012 ou 2013 que tu as commencé? L'année de la Coupe Memorial, OK. les cataractes gagnent. Puis il y a une réflexion qui se fait durant l'été suivant à l'interne. La clientèle, tu sais, je ne suis pas dans l'organisation, je ne veux pas dire de fausseté, mais je pense que la direction a voulu prendre un virage jeunesse, c'est-à-dire, oui, on a beaucoup je les appellerai les connaisseurs, les têtes blanches, les partisans, là, les fervents partisans des cataractes qui les suivent depuis plusieurs années. On est rendu à un tournant où il faut fidéliser une nouvelle clientèle. Et on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'enfants, il n'y a pas assez de clubs du hockey mineur, il n'y a pas assez de jeunes familles dans l'aréna. Le nouvel aréna écoute, ça fait, je ne sais pas combien de temps qui a été construit, mais la transition vient de se faire de Jacques Plante au nouvel aréna, ça fait peut-être 5-6 ans. La direction réfléchit à ça, puis comment on peut faire pour fidéliser les plus jeunes? Ça serait d'offrir un produit peut-être un peu plus jeune, plus actuel. Donc, ils ont renouvelé une partie de leur équipe, tout simplement au niveau des bénévoles, de la façon de faire son marketing. Puis, écoute, Jean Huard, qui est la voix des cataractes. Jean, c'est quelqu'un de tellement... Pour moi aussi, là, sa voix, je l'entends encore, là, la voix originale quasiment des cataractes. C'est pas la voix originale, mais il était là, je pense, Jean Huard, pendant 25 ans, facile. Là. Fait que, tu sais, moi, j'avais parlé avec des membres du CA qui étaient des chums à moi. J'aimerais ça faire ça un jour. Puis, ils me connaissent, ils connaissent ma voix, puis ils savent que je suis au match une fois, que je vais au match des cataractes, puis que ça m'intéresse beaucoup, puis que j'ai fait du dracard un peu dans le temps. Puis, nous autres, on est partenaires de l'équipe avec Énergie. Puis, Claude Vallée m'appelle. Claude Vallée, qui est responsable à l'époque des marketing communication, que je ne me souviens pas trop de son rôle. Il dit, on va t'essayer, on va te tester. On va te sortir. Tu sais, moi, sortir de ma zone de confort, je n'ai pas de misère avec ça. Là. Mais écoute, là, je suis énervé parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Là. Je peux animer n'importe quoi. Je peux animer une parade de mode, un bal de finissant, à radio tous les jours. Mais live, avec du vrai monde autour de toi,
annoncer des buts. Wow! Là, je me revois avec mon père et ma soeur dans les années 80 à écouter le Canadien nordique puis à imiter le but du Canadien. Claude Mouton, qui est un annonceur légendaire à Montréal. Et là, je fais comme wow! OK, je vais y aller, good, c'est sûr. Mais c'était pas prévu qu'il remplace l'annonceur maison, mais en période pré-saison, on fait une coupe de match, puis écoute, on l'essaie. On essaie une coupe de gars, puis tu sais, je sais pas comment ça a été perçu par l'annonceur qui est là, tu sais, qui est en place. C'est quand même longtemps qu'il est là, j'aime. Mais tu sais, moi, je suis tout naïf, tout innocent. Je ne suis pas au courant de rien. Puis moi, tout ce que je veux faire, c'est performer, faire de mon mieux. Puis là, c'est Tigre Cataracte. Prends ton micro, puis ouais, go. Évidemment, je me documente, je me renseigne, je me prépare des feuilles, des patterns de présentation, mon mot d'ouverture, les line-up, etc., etc. Puis je fais mon premier match. Écoute, ça se déroule. Je pense que ça a quasiment été mon meilleur de l'année. Là. J'étais comme en transe. Il se passait quelque chose. J'étais extrêmement bien appuyé aussi par Martin Gélina, qui est le marqueur des Cataractes. Ça fait de faire 30 ans, Martin. Lui aussi, là, s'il n'est pas là, c'est sûr que je ne l'ai pas à job. Martin, il m'a réconforté, il a su tempérer ma nervosité. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je dis? C'est ça. OK, le but, la passe, c'est qui la passe? Vite, il faut que je le dise. Puis il sait que je suis nerveux, je le bouscule un peu, mais toujours très calme. Il me ramène toujours à l'essentiel. Respire comme il faut, le grand, ça va bien. Écoute, on est rendu en troisième période à date. Puis, écoute, après le match, Louis t'a job. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai été 3 mois à faire radio, bar, cataracte. Aïe, aïe. Oui, c'est chargé. Puis, c'est extrêmement chargé. Puis, mais à ce moment-là, Alexis et Charles sont tout jeunes. Fait que, il faut que je travaille, là, pas le choix. Il faut payer la maison qu'on vient d'acheter. Puis, vous allez connaître ça bientôt. Mais j'ai laissé les bars pour me consacrer vraiment en décembre 2012, à peu près. Là. J'ai fait mon dernier soir. Après ça, je me suis consacré à 100% à mon nouveau sideline officiel parce que je n'ai jamais considéré que c'était mon travail principal. Mais même si pour moi, il y a autant d'importance que mon travail à la radio, donc je devenais un cataracte. C'est là que je suis devenu un cat. Un cat. Oui, c'est un cat. OK. Puis justement, tu sais, il y a plusieurs importés dans la ligue. Les noms, c'est difficile à prononcer. Oui. C'est quoi ta pratique? As-tu une pratique pour c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, j'écoutais Canadien Sénateur hier, puis Marc Denis disait « je suis tout dilé », puis Pierrot dit « je suis tout là ». Ouais. Donc, c'est ce genre de prononciation-là qu'on va aller s'enquérir, soit auprès de l'annonceur radio de l'autre équipe, souvent qui vient sa galerie de presse. Moi, mon travail, c'est de sortir mes line-up. S'il y a quelque chose que je ne suis pas sûr, je monte sa galerie de presse, je vais voir la radio de Bécomo ou la radio de Moncton, puis dire hey, « bonjour, je me présente, ça fait plaisir, comment on prononce tel joueur ou tel joueur ». Donc, oui, c'est sûr. Puis, avec la Ligue aussi, on a un fichier audio où chaque annonceur de chaque équipe va déposer la prononciation exacte de chaque joueur. Donc, je peux toujours m'y référer au cas où j'ai un doute. Là, mais oui, pour moi, c'est extrêmement important, les bonnes prononciations. Ah, c'est sûr, déformer un mot, c'est sûr, c'est plat. Oui, mais est-ce qu'il y a un nom que tu te rappelles que c'était vraiment difficile à prononcer? Ben, je pense qu'il est encore dans la ligue. Ça, c'est. Je vois encore le. Écoute, c'est drôle parce que ce gars-là en question, il a une passe. Okay. Puis là, je m'en vais pour annoncer le but. Puis là, j'entends rire en arrière de moi. Fait que là, je me retourne. Je dis ah ouais, prononce-les. Le gars, il me regarde. Il dit ah ouais, prononce-les. Là,
je sais qu'il faut que je prononce, c'est Rafano Mezansoa. C'est un ancien estacade, justement. Il vient de Trois-Rivières. Puis, je ne suis pas sûr. Écoute, je ne sais pas son origine. C'est un Québécois, là, mais. Madagascar, je pense. Bon, exact. C'est Loris Rafano Mezansoa. Mais tu sais, son nom, là, il va jusque ses épaules. Pas jusque ses triceps, là. Exact. Ça, c'est vraiment le plus compliqué, mais il y a tous les Russes, les Finlandais, ils sont peu nombreux, mais les Russes, là, écoute, je me souviens, juste à Finogenov, mais c'est pas ça. Il était à Bécomo, lui, il y a à peu près 2-3 ans. Zavgorodny, des trucs comme ça, là. Zavgorodny, faut-tu dire Zavgorodny ou Zavgorodny? Le Y, il se prononce en U dans leur pays, mais au Canada, il ne se prononce pas comme ça. C'est comme Ponomarev. On dit Ponomarev, mais au championnat junior, c'était Ponomariov. Ouais. Parce que le Ev en Russie, c'est Yov. Tu sais, il y a des particularités linguistiques qu'il faut connaître, mais je me réfère encore là à des tops, Martin McGuire, puis Pierre Houd, qui ne lésineront jamais sur la prononciation d'un joueur. Ils vont toujours se... Fait que, tu sais, je sais que quand eux autres disent ça, c'est ça. Ouais, là, tu n'as plus le choix. Non, c'est eux autres là, qui sont mes derniers référents, là, à la limite. OK. Puis justement, ça ressemble à quoi ta journée? Exemple, quand tu travailles pour les Cataractes? Bien, là, cette année, c'est particulier. Parce qu'on a un protocole extrêmement sévère. On y reviendra peut-être tantôt, là, mais écoute, une journée. Moi, je me lève, là, mettons, j'ai un match le vendredi soir, qui est 17h30. Je fais ma dernière journée de radio. Je me lève le matin. Là. C'est sûr que je suis content d'aller travailler à la radio, mais je sais que j'ai une game le soir. Là. Ma journée, elle commence déjà bien parce que je sais que je m'en vais au Centre Gervais Auto après ma journée de radio, que je vais aller voir ma gang des Cats puis que je vais faire un match. Fait que, pardon, ma journée, c'est je reçois les arbitres, les directives par courriel le matin. Je me présente toujours 1 heure avant chaque match. Quand j'arrive, écoute, on s'en va à notre meeting de pré-match. Là, à ce moment-là, je vais prendre l'exemple de Simon Laliberté, mais là, Simon vient d'être nommé aux Aigles. Mais j'ai travaillé avec Tommy Tremblay, Simon Laliberté, Claude Vallée, qui ont été mes boss là, directement. C'est à eux autres que je me rapporte, mais c'est eux autres qui dirigent le meeting d'avant-match. Donc, qu'est-ce qui se passe? Protocole d'ouverture, on a-tu une journée X? On a-tu un trophée à joueur étudiant à remettre? On a-tu, je ne sais pas moi, un chandail à retirer? On a-tu un hymne national avec la fanfare de ci ou de ça? Donc, on prépare notre ouverture. Après ça, l'ouverture, là, c'est, mettons, 7 heures, le match à 7h30. 7 heures, les gars embarquent sur la glace, warm-up 15 minutes. Moi, pendant ce temps-là, je me prépare. Là, je suis vraiment en train de rédiger mes line-up, les joueurs qui ne sont pas là, les scratchs, mes starting line-up, qui commence d'un bord ou l'autre. Les joueurs débarquent, la Zamboni embarque. Moi, je m'en vais m'installer à mon poste. J'amène mon micro, mon fil, tout ça. Là, je m'installe. Puis là, je suis tout prêt. Là. Je sais où je m'en vais, le coach de chaque équipe, les line-up, tout ça. J'attends le bon temps pour commencer à présenter, à faire mon mot d'ouverture. Après ça, les line-up, qui n'est pas là, de l'équipe adverse, de l'équipe locale. Après ça, le vidéo embarque sur le tableau indicateur. À telle heure, à tel moment, là, mettons à 6 minutes 15 avant le 0. Présentation des joueurs des Cats au tableau. On baisse les lumières. La bande lumineuse se met à virer. Après ça, il y a une publicité, il y a une autre vidéo qui embarque. Puis là, à 2 minutes, François Gélina embarque sur la glace. Partisans, accueillons nos Cataractes! Puis là, les joueurs embarquent. Puis là, ça vire. À 1 minute, là, je fais mes line-up. Les gars se placent à la ligne.
avec le follow spot, la caméra. Il faut que je sois raccord avec le tableau indicateur pour présenter mes joueurs. Il faut que j'ai plaisant dans le bon ordre. Les gardiens de but, l'hymne national au 0. Ou des fois au 0, là, il y a un protocole, le tapis au milieu avec etc. Là. Et puis là, l'hymne national, les arbitres, tu sais, là, c'est vraiment, là, c'est intense. Là. Les 30 premières minutes, là, c'est découpé, là. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais à Shawinigan, on a le meilleur pre-show. On a un aréna extraordinaire. À Shawinigan, je ne suis pas gêné, là. On est des chiens de tête dans la ligue. On est en avant des autres. On est avant-gardiste. Autant avec la classique hivernale qu'on a faite, la première de l'histoire. Oui, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une des expériences. Probablement mon expérience professionnelle qui me rend le plus fier. Les assises, le repêchage qu'on a présenté à Shawinigan, la Coupe Memorial qu'on a présentée, c'était pas gênant. Là. Personne. Fait que, tu sais, les Cats, là, c'est des gens, là, c'est tellement des gens dédiés. Là. Ils dictent la façon de faire. C'est pas compliqué. On se réfère aux cataractes pour faire des choses dans les autres régions. C'est ça, c'est un modèle un peu. C'est un modèle, hein, ouais, pour vrai, je ne suis pas gêné, puis c'est pas de ma faute. Là. Je fais partie de l'équipe, puis j'en suis vraiment, vraiment fier. Donc, puis surtout avec la bande lumineuse qu'ils ont mis, ils ont tout changé l'éclairage au LED dans l'aréna. Fait que, avant, on ne pouvait pas tout fermer, ça prenait 2 minutes à rouvrir, mais là, tu peux fermer les lumières, ça tombe noir, 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 puis après ça, tu as juste à monter à la switch, puis ça retombe. Fait que ça a amené le show ailleurs. Avec Simon Laliberté, là, on a vraiment amené le produit une coche plus haut. Là. Puis Maxime Bergeron, toute l'équipe de la régie aussi qui sont là pour s'occuper du tableau indicateur, des reprises, la musique. Il y a une méchante gang. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur un match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là. C'est surprenant. C'est ça, exact. Il y avait peut-être, genre, mettons, au début, tu sais, les Cataractes, ils ont eu une passe plus difficile, plus de défaites. Il y avait moins de monde des estrades, puis il y avait quand même de l'ambiance juste à cause du show. Là. Tu sais, legit, ça n'a pas été facile, mais mes 2 premières années là, après la Coupe, là, c'était pas évident, mais les partisans des Cataractes là, sont fidèles. À la vie, à la mort. Ils sont critiques. Ils sont critiques avec raison, parce que c'est des passionnés de hockey. Puis ils vont toujours challenger les décisions qui vont se prendre à Shawinigan parce que longtemps, c'était tenu à bout de bras par une poignée de passionnés. Puis, dans l'adversité, comme dans la gloire, les partisans sont toujours là. Puis après ça, c'était la cuvée Girard, Beauvillier, Gignac. Et puis là, là, après ça, ma 3e année, ça a été un petit peu mieux. Là. Là, ça a commencé à gagner puis à penser à un autre cycle. Là, mais ouais, c'est beaucoup de monde qui travaille derrière ce produit-là. C'est ça, parce que dans la JMQ, le joueur peut rester maximum 4 ans. Fait que c'est tout le temps des cycles. Ou 5 ans. Il y en a qui vont jouer 5 ans parce que c'est des late. Ouais. Mais c'est rare. C'est très, très rare que tu vas rentrer à 15 ans. C'est exceptionnel. Là. C'est ça. C'est exemple, les Cataractes qui ont beaucoup donné pour la Coupe Memorial. Fait qu'il faut que tu t'attendes après ça que ton équipe soit plus faible dans les prochaines années qui vont suivre. Puis après ça, il faut revenir fort. Puis... C'est ça. C'est des cycles. Là. Tu l'as vu là, cette année avec les Foreurs. Là, où les gars, ils vident. Souvent, c'est soit que tu vides ta banque de choix pour aller chercher des joueurs pour te permettre d'aller au bout. Puis l'année d'après, tu sais très bien que tu vas te ramasser avec tu auras plus ton premier choix pour les 2 années qui vont suivre. Souvent, après ça, tu vas aller ramasser des joueurs à gauche et à droite pour essayer de te bâtir une équipe. Mais évidemment, là, après le cycle, là, quand c'est ton année, là, souvent l'année d'après, il faut que tu acceptes que ça va être plus difficile. On ne pourrait pas voir ça dans une nationale, là, donner 3 premiers choix de première ronde pour aller chercher un gars, puis après ça... là, présentement, là, on parle de Crosby, là, la rumeur qu'amène Crosby à Montréal en échange de... Tu donnerais-tu KK
Cole Caulfield, puis un choix de première ronde. Non. Puis peut-être Tatar, tu sais, pour Crosby. Moi, parce que justement, le cycle, là c'est là, avec l'équipe qu'ils ont, là, Carey, Weber, tu sais, c'est là. Fait que t'es-tu prête à te départir pour aller chercher un Crosby qui va prendre Suzuki? Tu sais, tous ceux qui vont jouer Crosby vont apprendre énormément. L'impact serait incommensurable. Là. Lui a gagné la coupe, c'est comment, puis avec Toffoli, puis des... Fait que, tu sais, moi, je le ferais. Okay. Mais tu sais, c'est ça, c'est que là, dans les années futures, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne gagnes pas ta Coupe Stanley, ben là, après ça, tu es obligé de vendre, puis là, c'est ça. C'est parce que les bonnes années à Crosby, il n'en reste plus tant que ça, tu sais. Il commence à devenir vieux, puis tu sais, il nous impressionne encore, il y a encore un pace d'un point par match, mais ça reste que tu donnes beaucoup, je pense, pour ce que tu reçois, point de vue le point, mais tu apportes un grand leader, je pense, dans l'équipe. C'est ça, c'est surtout ça aussi. Là, Crosby, pour une organisation, c'est des dollars, là, c'est de la merch, c'est des t-shirts, des chandails, c'est monnayable à souhait. Là. Ouais, c'est ça aussi, là, c'est business. Un gars comme Samuel Girard, là, tu le mets sur ton livret. Moi, j'ai un livret de billets de saison chaque année, puis c'est des figures qui permettent aux gens d'identifier ton équipe. C'est des superstars. Là. Fait que, ça sert aussi à véhiculer l'image, le logo, à renforcer l'appartenance au club, d'avoir ces joueurs-là. Puis tu veux les voir jouer. Là. Tu voulais voir jouer Beauvillier à Shawi. Là. Tu voulais voir Sam Girard faire la tornade à ligne bleue. Puis, c'est ça. Là. C'est plus qu'un choix au repêchage. Souvent, une superstar, c'est que ça te permet de commercialiser ton produit aussi. Oui, c'est ça. C'est toutes des entreprises, là, les équipes de hockey de la Ligue nationale. Exactement, surtout, surtout. Ouais. Puis je sais que Hubert, il y avait. Dans le fond, je te dis ça, Louis, de même, mais Hubert, il y a comme un section. Un segment de commentaires et de questions qui sont plus légères. Puis on avait fait ça avec notre dernier invité, c'était le segment pas creux d'Hubert. Fait que là, exactement, mais là, c'est des questions de surface. Ouais, ça peut être des questions rapides, comme ça peut être des questions où tu peux parler peu importe. Là, je vais te répondre le plus brièvement possible. Ah, ben ça, c'est comme tu veux. Ça peut être les deux. Fait que dans le fond, là, ma première question, c'est qu'est-ce qui est le plus plaisant dans tes métiers? Comme soit animateur radio ou animateur, non. Qu'est-ce qui est le plus plaisant? Ouais, qu'est-ce qui est le plus plaisant? Écoute. C'est tough à répondre. Ben, écoute, pour vrai, depuis qu'on se jase, moi, la musique, c'était une partie importante de ma vie, autant jeune que DJ d'un bar, etc. Fait que, oui, la musique, c'est une partie extrêmement importante. Le son, l'audio, là, tout l'englobement, l'enrobage musical qui va faire que mon auditeur est confortable. Ma voix, la pose de ma voix, tout ça, c'est extrêmement important. Mais moi, c'est le monde. Je suis un gars de monde, je suis un gars de public, j'aime les gens, j'aime le monde. Peu importe de quoi tu as l'air ou d'où tu viens. Je veux dire, quand je finis ma première période au Cats, je vais faire le tour, je vais rencontrer le monde. Salut, comment ça va? Puis, hey, c'était quoi la punition finalement, le gars? Puis là, je commence à jaser. Je les appelle mes bonhommes, là, mais en radio, souvent, un peu moins cette année, mais on fait des parties, des événements, des soirées, puis rencontrer le monde, jaser, sans prétention, juste être soi-même. Puis rencontrer des nouvelles personnes, ça, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Ben, en plus, ça doit être plate pour toi, mettons, en ce moment, surtout en cause du contexte pandémique, mettons, là, pour quelqu'un d'assez social comme toi, ça doit être assez difficile. Là. Effectivement, encore, c'est pas plate. Encore là, je reviens à ma capacité d'adaptation. Okay. Que tout le monde, tout jeune comme vous autres ou comme les miens, là, je les trouve dans Watt, mes enfants, tu sais, mais le fait de se faire dire non, de se sortir de sa zone de confort pour aller se mettre en danger, il faudrait le faire le plus jeune possible pour s'habituer à ça parce qu'éventuellement,
la vie, c'est ça, c'est une suite d'adaptations, là. Mais, ouais, les enfants, Charles et Alexis, sont aux estacades. Donc, l'année passée, moi, Charles n'était pas encore aux estacades, il était avec les Barons dans le Pee-Wee. Ouais. Alexis était dans la structure. Toi, tu l'as coaché, Charles? Ouais, c'est ça, exact. Je coachais Charles. Tu l'as coaché. Puis Alexis était dans la structure. Donc, c'était extrêmement demandant pour le parent ou pour les parents la fin de semaine. C'était 2 matchs avec Alexis, 2 matchs avec Charles. Moi, des fois, j'avais 2 matchs des Cataractes aussi. Plus, moi, ma ligue de bière le dimanche. Fait que des fins de semaine, les boys, là, j'ai 6 games de hockey à faire. Puis quand on n'a rien à faire, le samedi soir, on écoutait le Canadien. Fait que, tu sais, quand je dis que je mange du hockey, là, que là, cette année, c'est comme tomber. C'est ça. Fait que, les gars ont quand même le sport-études. Merci, merci, merci beaucoup. Ouais. J'ai quand même continué à fréquenter le studio, moi, de mon côté. Puis mes enfants ont continué de fréquenter l'école et à jouer au hockey à cause du sport-études. Mais si je me mets dans la peau de plein de familles, de plein de jeunes, d'abord, papa et maman se sont retrouvés en télétravail à la maison. Les enfants n'avaient plus de hockey. Donc, gérer tout ça pendant 1 an, là, je touche du bois là, ou de la vitre. Là, j'ai pas vécu ça comme rough là, cette année, là, comme bien des familles le vivent. J'ai un peu de difficulté à me placer des fois dans la peau des gens confinés parce que moi, ma vie, elle a changé un peu. Oui, j'ai pas de hockey, là, j'ai des fins de semaine et des soirées libres. Mais ça, c'est un beau problème parce qu'il a fallu que je fasse d'autres choses ou que je me repose tout simplement. Là, j'ai une vie extrêmement trépidante, moi, là, puis là, je suis tombé relax. Là, puis j'adore. Là, je me plains pas. Là. Quand ça va repartir, ça va repartir. Ça va peut-être repartir moins vite. Mais non, je me plains pas. Là, mais oui, effectivement, cette année, mais c'est pas plate. C'est pas plate. Ça m'a permis de. Moi, la radio, je donne plus de billets de cataracte, je donne plus de billets pour le show de Green Day au Centre Bell ou whatever. Là, ça a fallu vraiment tout que je réadapte ma façon de faire de la radio à être positif parce que là, c'est facile de sombrer dans la défaite, dans le défaitisme ou dans la catastrophe, puis les cas, puis le corona, puis de parler tout le temps de ça parce que ça parle beaucoup de ça. Moi, je veux mettre du bonheur dans la vie des gens. Je veux leur faire penser à tout sauf ça. Fait que c'est soit local, parle des réussites locales, des projets locaux qui sont initiés par des gens autour de toi, puis go, souligne l'excellence du monde autour de toi, puis sois heureux, présente la chance. On va parler de notre podcast. Ah ouais, non, mais exactement. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, il faut... on travaille tout le temps, nous autres, dans le fond, les gars de radio. Là. Même le soir, on va voir de quoi à télé, on va faire une capture d'écran, on va se prendre une note, tu sais, des petits sujets, là, juste des petites remarques, des fois, des petites situations que je vis puis que je ramène en ondes le lendemain parce que j'ai besoin de cette inspiration-là. Là. J'ai une chance que que j'ai une bulle là, qui commence là, cette semaine. Là. Ouais. Là, je vais faire 8 matchs en 6 jours là, à Shawinigan. Ouais. Donc, fait que là, ça recommence tranquillement, mais je suis content. Mais je suis content d'avoir vécu cette pandémie-là aussi pour ça. C'est que ça m'a amené en tant qu'individu, que professionnel, ça m'a amené ailleurs. Ça m'a amené à évoluer encore là, sur moi, puis à voir mon métier d'une autre façon aussi. Mais en contexte de pandémie, là, c'est quoi ton rôle avec les cataractes? Mon rôle est plus limité. Donc, pas de spectateurs, c'est-à-dire que là, je reste annonceur maison parce qu'évidemment, la Ligue diffuse les matchs sur Internet, sur leur site. Et comme dans la Ligue nationale, ben, pour le produit, là, pour la game de hockey en tant que telle, ça prend quand même la voix officielle dans chaque amphithéâtre. Je pense que c'est même la Ligue qui l'a imposé. Fait que, tu sais, mais j'ai plus d'annonces à faire comme les moitié-moitié, toutes sortes de trucs de messages que j'avais à faire durant mes matchs. Ben là, mon horaire est, en fait, mon pacing est beaucoup plus épuré. Je suis
Je ne fais qu'annoncer les buts, les passes, les tirs au but, etc. Donc, c'est très basic, là. Mais il faut quand même que je reste vocalement présent pour les technicalités de match, là, etc. Ouais, c'est ça. Donc, mon rôle change un peu, mais pas tant que ça. Ouais, tout ce qui est, mettons, statistique, puis annoncer le but ou la passe, ça reste, mais mettons tout ce qui est autre, comme divertissement ou 50-50, ça aussi, on enlève ça, donc c'est pas mal plus. C'est ça, exactement. Thomas qui n'est plus là. Ouais. Donc, il n'y a plus d'animateur dans la foule non plus. Fait que c'est vraiment mon rôle de base, là. Donc, vraiment d'annonceur maison de la game en cours. J'ai pas de frivolité là, qui ont rapport au spectacle qui est offert dans l'aréna. Ce volet-là, on l'oublie cette année. C'est sûr. Puis là, j'ai une question que je voulais te poser depuis tantôt, mais qui n'a aucun lien avec ce que j'ai parlé depuis tantôt, mais c'est quoi ton album de musique préféré? Ça, c'est une tough. Écoute, mon album préféré. Ben, je te dirais un album de Led Zeppelin. Okay. Led Zeppelin 2. Je vous invite à l'écouter si vous pouvez le faire à temps perdu. C'est un album de 1969. C'est les bases du hard rock, du heavy metal. Mais c'est du rock, là. C'est des riffs, des chansons, des chansons légendaires. Je pense que toutes les chansons là-dessus sont excellentes. Cet album-là que Stairway to Heaven? Ben, non, ça, c'est le 4. Tu vois, okay. Ça, c'est. Mais oui, j'aurais pu dire lui aussi. Lui aussi, là, c'est mon deuxième. Mais le 2, là, c'est à partir de lui que j'ai découvert tout le reste, tous les autres groupes. C'est vraiment à partir de cet album-là là, que je le traînerais sur une île déserte. Je l'ai toujours dans mon auto. OK. Ben justement, mettons, le concept de l'île déserte, si tu peux juste apporter 3 albums, il y aurait, mettons, Led Zeppelin 2, puis les 2 autres, ça serait lesquels? Mettons ton top 3. Une question. Écoute, c'est drôle, hein, mais ouais, je pense que j'amènerai un album de la bottine souriante. OK. Moi, je suis un fan de plein de styles de musique. D'ailleurs, j'ai appris ça avec le temps, c'est de ne pas se fermer de hier sur la musique. Je sais bien que le jazz, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut des fois que tu te forces pour essayer de comprendre et de découvrir c'est quoi vraiment chaque style musical, que ce soit du folk ou du house. J'ai tellement, quand j'étais DJ au Temple, j'étais à côté dans le remix, dans l'électro. C'était gros guetta électro. J'ai beaucoup trippé sur le house. J'aime encore beaucoup ça. Donc, j'amènerais un album de Led Zepp. J'amènerais probablement le petit porte-clés tout rouillé là, de la bottine souriante. Là. Ben, j'amènerais un Greatest Hits de la bottine. Puis, qu'est-ce que j'amènerais aussi? Probablement un AC/DC. Un Back in Black, un classique de chambre de hockey, mais tu sais, c'est ça. C'est des albums légendaires qui sont. Peut-être un Beatles, mais non, je pense que j'amènerais Led Zepp et AC/DC, puis La Bottine ou un Kevin Parent. Tu sais, j'aime bien Kevin. J'aime bien la musique francophone. Ça serait difficile d'en amener juste 3. Ouais, c'est ça. J'avoue que c'était assez limité dans tes choix. Puis c'est vraiment des styles différents, j'ai remarqué. Là. Ouais. Ben, regarde, en arrière de moi, ça, c'est une partie de ma collection, là, mais je peux peut-être juste vous montrer. Regarde, là, des vinyles. Là. OK, des vinyles, ça, c'est cool. Ouais, fait que je suis un collectionneur beaucoup aussi de musique. Ce serait bien difficile d'en choisir 3 parmi 3500. Ouais, je sais. Genre, mettons sur... si on allait dans une île déserte, mettons, moi j'apporterais un couteau, lui il apporterait un iPod, puis toi t'apporterais une autre affaire, genre. Lui, ça serait un iPod pour la musique. Exactement. Ouais. Non, ça serait un tape cassette. Un Walkman. Pour faire la suite de ma première question, dans le fond, c'est le côté le plus négatif, mettons, de tes 2 métiers, ou le moins plaisant. Ben, écoute,
le côté le moins plaisant. J'essaie d'en trouver pour vrai, là. Ben, peut-être c'est l'horaire. Des fois, tu sais, oui, je suis chanceux, je travaille du lundi au vendredi parce que ça fait quand même presque 25 ans que je fais ça. J'ai un bel horaire radio. J'ai l'horaire rêvé. Là. Je commence à 8 heures, je finis à 4 heures. Tu sais, tu parleras à n'importe qui fait de la radio, c'est le rêve. Les morning man, ils se lèvent à 3h30 du matin. Sinon, si tu fais de la radio le soir, ben, tu commences à 3 heures, tu finis à 9 heures le soir. C'est difficile pour la famille. L'horaire, des fois, c'est que, bon, avec le hockey, vous savez ce que c'est. Des fois, c'est des soirs de semaine, des fins de semaine. Souvent, en radio, je suis appelé à aller en reportage en direct pour la vente sous la tente de Sport Expert, Boulevard des Récollets. Énergie est en direct le samedi après-midi de 10h à 2h. Je suis là, je fais des reportages en direct. Tu sais, c'est encore là, c'est le samedi. Fait que, des fois, là, c'est le 6 jours sur 7, 6 jours et demi sur 7. C'est vraiment le côté peut-être le plus contraignant que je peux trouver parce que sinon, là, mettez-vous à ma place, les boys. J'annonce des buts, puis je présente des tunes, je joue de la musique à radio. Je veux dire, essaie de trouver de quoi de négatif à ça. N'importe qui veut faire ma job, là, tu sais. C'est pas une job, je joue, c'est jouer de la musique, c'est parler dans un micro, là, 1, 2, check, tu sais, c'est un jouet. Non, il n'y a rien de plate dans ce que je fais, là. Oui, ben, ce que tu peux faire, ben non, ce que tu fais en ce moment, c'est que tu travailles avec tes passions, dans le fond. Ben, c'est très de ça, c'est très de ça. Puis j'aurais probablement trippé, excuse-moi, mais à pelleter de la marde dans une étable avec des animaux, puis à cultiver ma terre, là, parce que j'aime ça. Dans la vie, là, si tu veux être médecin parce que c'est payant, si tu veux aller faire ça parce que ça t'amène un prestige, oublie ça. Il y en a tellement dans mon métier qui sont venus parce qu'ils ils voulaient être quelqu'un d'autre qu'eux autres, ou ils voulaient flasher, ou ils voulaient. Ils ne durent pas. Ces gens-là vont faire 1 an ou 2. Ils ont la tête grosse de même, puis ça devient désagréable de travailler avec des personnes comme ça, puis ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. C'est comme dans n'importe quoi, je pense aussi. Là. Mais particulièrement dans mon métier, là, le superficiel, là, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Là. J'ai un peu de misère avec ça, moi, personnellement. Là, tout l'artifice autour. Puis c'est peut-être un côté négatif aussi, tout l'artifice qu'il y a autour d'être une vedette, musique, film, etc. Là, il y a un peu de faux. Quelqu'un de faux-né, tu sais c'est quoi quelqu'un qui est faux-né, là, qui dit pas les vraies affaires, qui dit juste ça pour bien paraître, puis que dans le fond, c'est pas vraiment le fond de sa pensée, mais il y en a beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup des faux-nés. Puis tu sais, moi, je pense que si je suis encore aussi passionné, puis là, encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai su rester moi-même, puis me retrouver encore à chaque année dans tout ça, en étant moi-même. Je veux dire. Non. Il n'y a pas de secret. Pas de secret. Là, j'ai. Ah, ton plus beau souvenir de hockey. Ben, on a effleuré le sujet tantôt. La classique hivernale, la première. Surtout le deuxième match avait été, là, ça avait été parfait. Tout était tombé. C'était la grosse coche. Pourquoi je dirais le premier? Parce que tout avait mal été. Puis, tu vois, on avait réussi à livrer un produit extraordinaire. Je dis que tout avait mal été parce que, comme on a dit tantôt, on sous-estime beaucoup tout ce qui se passe behind the scenes. Ce soir-là, c'était la première. Il y avait 5000 personnes autour de moi. Il faisait froid. Il y avait une petite neige qui tombait. Fait que j'étais dehors avec mes feuilles. Là, mes feuilles étaient comme toutes humides. Fait qu'elles étaient toutes gondolées. Il y avait de la neige qui tombait. Une génératrice qui a lâché. Fait que le tableau indicateur, il arrêtait. Il fallait que je me fie au feed de TVA avec le tableau indicateur virtuel qu'ils ont dans un match de hockey, ouais. Parce que c'était télévisé aussi. Fait qu'il fallait marcher avec ça. J'avais les caméras de la télé, j'avais la radio
je pense que c'était le 106 qui radiodiffusait le match. Puis j'étais comme le poteau, le personnage principal de l'histoire. Tout passait par moi. Là. C'est-à-dire la présentation d'avant-match. Il y avait M. Pronovo, un ancien M. Pronovo qui est souvent là encore au match des Cataractes. Je pense que c'est le grand-père d'Anthony Manta. Oh. Dans la Ligue nationale avec les Red Wings. Mais M. Pronovo, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale aussi, qui avait fait, avec Brian Perrault, on avait monté une histoire. Brian, qui est un écrivain, qui a fait la mise en scène. L'éclairage rouge-jaune, puis lui, il rentrait, il faisait le tour, il ramassait la rondelle, puis là, il déjouait un petit gardien de but d'hockey mineur. Il y avait une narration avec un ton, là, un ton très solennel, plus une voix plus imagée avec une petite histoire que Brian m'avait écrite. Puis là, il y avait un build-up. Après ça, les joueurs rentraient. Écoute, je te jure, tout arrivait. Il fallait vraiment système D, cellulaire, les doigts gelés. Puis on s'en est sorti à la fin avec... Écoute, je te jure, j'étais brûlé. Mais ça a été l'expérience. Que mon nom soit sur la feuille de ce match-là, là, en bas, là, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment très fier parce que j'avais la radio, la télé, le site web, la Ligue était là. Tous les yeux étaient braqués sur nous autres. Là, le commissaire, toute l'organisation à Saint-Tite. Si vous saviez là, faire la glace, le site était extraordinaire. Puis le deuxième match, écoute, il faisait -4, -5. Petite neige, c'était féerique. C'était Beauvilliers qui score en province. C'était là les deux matchs. Puis, là, hein? La première soirée, là, la seule affaire qui me réchauffait, c'était ma poutine. Parce que la sauce de la poutine était vraiment chaude, là, était bouillante. Là. Puis je mettais ma poutine dans mes mains, puis je me réchauffais les mains de main. Cet hiver-là, il avait tellement fait froid, mais cette fin de semaine-là, là, ça avait été, je pense, les 2 journées les plus chaudes de l'hiver. -4, -5, parce que je pense qu'il avait fait -25 tout l'hiver. Ouais. Fait que ça, c'est mon expérience de hockey. Là. Puis, j'ai parlé du Drakkar tantôt. Là, c'était nouveau. J'étais tout green, puis j'étais tout énervé. Mais ça, là, comme retirer le chandail de Mario Gosselin, par exemple, ou retirer le chandail de Sergio Momesso à Shawinigan. Ça aussi, tu sais, t'es sur la glace devant tout le monde, tu as un lutrin, un texte à lire, tu as plein de dignitaires qui rentrent, tu as la caméra en avant de toi qui faut que tu regardes la caméra, tu as la description du match de radio en haut sur la galerie de presse, tu as quelqu'un qui te fait des signes, OK, c'est le temps, accélère, faire en anglais, en français. Ben, les assises, le repêchage, puis je porte mon chandail 50e anniversaire des Cataractes, je pense, ça fait 2 ans. Écoute, ça aussi, là, d'ouvrir les assises, de présenter M. Courteau avec les 18 équipes sur la glace, rencontrer Patrick Roy. Écoute, ça, c'est des expériences inoubliables. Inoubliables. C'est le bon mot. Oui. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, ben oui, je pense que tu l'as déjà répondu à cette question-là, mais tu es un partisan des Cataractes, on peut le dire. Oui. Tu sais, là, il y a la East Coast League qui s'en vient à Trois-Rivières. Il y a la Ligue de hockey senior 3A. Il y a des équipes qui m'ont déjà approché pour être annonceur maison. Puis, Louis, tu vas-tu venir annonceur maison à Trois-Rivières? Dans le nouveau Colisée? T'es quelqu'un de qualifié? Tu pourrais? Non, je n'ai pas été approché. Puis, je n'ai pas l'intention de changer d'équipe. Je veux dire, moi, je suis un Cats. Je suis un gars loyal. Loyal, c'est-à-dire, tu sais, j'ai eu 2 boss dans ma vie. Là. Mon boss de Bécomo avec ses 2 stations de radio, Port-Cartier, Bécomo. Puis mon boss aujourd'hui. Fait que, tu sais, je suis dédié aux organisations pour qui je travaille. Je suis un gars loyal. Donc, je suis tatoué Cataracte. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Puis, tu sais, si je peux faire 30 ans, là, tu sais, si je peux continuer jusqu'à temps que je meurs, à la limite, tu sais, moi, je rentre là de l'avant, souriant, puis le matin que je vais me lever, que ça ne me tentera plus, là, je l'avoue. J'ai de la misère à anticiper ce moment-là, mais je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que je vais arrêter de faire de la radio avant d'arrêter ce
ce plaisir qui est d'annoncer des matchs de hockey. Non, c'est bien trop thrillant. C'est une adrénaline incroyable. Mais c'est surtout aussi que toi, tu as la meilleure billet de saison escompté pour un partisan. Là. À côté des bancs de punition, puis tu vois tout. Là. Non, c'est ça. Puis je les ai tous vus passer, là, les Jonathan Drouin, les Nicolas Hellers, les Beauvilliers, Girard, tous ceux qui sont dans la Ligue aujourd'hui puis que vous reconnaissez là, qui ont été dans la queue là, dans les 10 dernières années. Moi, je les ai souvent vus. Tu as vu Alexis très, très. Lafrenière. Tu sais, Noah Dobson, hier, il y a une passe, là, puis je pense à lui, Dobson, quel joueur de hockey. C'est des super, c'est des exceptions. C'est des gars qui ont un talent fou, tu sais. Tu sais, je ne sais pas comment ils sont à l'école, là, mais ça à glace, c'est des superstars. Là, puis tu sais que ces gars-là vont faire leur marque dans la Ligue nationale éventuellement. Là. Justement, ça m'amène à ma prochaine question qui est c'est qui le meilleur joueur de hockey que tu as vu de tes propres yeux? Hey boy! Tu sais, parce qu'on parle beaucoup d'Alexis Lafrenière. Tu peux dire, mettons, une coupe de noms. Pas juste un, mettons, deux, trois, OK, mais maximum. Écoute, maximum. Moi, là, les premiers joueurs que j'ai vraiment, là, puis encore aujourd'hui, là, Marco Charpentier, puis Yannick Lehoux, là, à Bécomo dans le temps, là, Lehoux a été repêché par les Kings de Los Angeles. Charpentier, je ne sais pas, mais il a joué dans East Coast, il a joué dans la Ligue nord-américaine aussi, ce gars-là. Écoute, wow, c'était un joueur exceptionnel. Sidney Crosby, Brad Richards, Nicolas Ehlers, c'est un winner. Lui, là, il a éliminé les cataractes à lui seul. Ouais. Ah, tu sais, puis je me souviens, là, je pense que c'est le 7e match, c'est 3-3 en fin de 3e. Tu sais, il pogne un 2, il reste 3 minutes au match, il vient s'asseoir à côté de moi, tu sais, puis il est débarqué, il est embarqué sur la glace, il est allé à mettre dedans. Je pense que c'était son 3e but du match qui a éliminé les cataractes. Il jouait pour les Moussets. Comment t'as dit? On le huait toutes des estrades, on ne l'aimait pas. C'est ça, mais parce qu'il plongeait, là, puis il faisait un peu des fois faisait du diving. Mais quel winner! C'est un gars qui veut gagner. Tu le vois encore aujourd'hui, là, c'est un champion. Je ne sais pas son attitude, etc. Tout ça, je ne sais pas, là, mais tabarnouche. Lui, quand il veut la mettre dedans, il peut changer l'histoire d'un match. Sinon, Samuel Girard est sans contredit celui qui a le talent pur le plus que j'ai vu. Là. Puis tu sais, là, un bon gars, là, je connais son père, sa mère, ses frères, c'est tellement une belle gang. Là. Tu sais, là, ce petit gars-là, c'est vraiment une belle histoire. Toute sa famille est derrière lui depuis le début. Écoute, il voyageait à Alma, Shawinigan, à tous les matchs. Il était tellement bien entouré. Ça change beaucoup de choses dans la vie d'un joueur de hockey, d'être bien entouré, pour rester terre à terre. L'amour de tes proches aussi, tu sais, dans le développement d'un jeune garçon, c'est important. La relation avec le père aussi. Puis, tu sais, écoute, non, c'est un joueur exceptionnel. Il a battu le record canadien aussi de points par un défenseur. Avec 5 points dans le dernier match de l'année. Il manquait, tu sais, je veux dire, c'est juste les grands qui font ça. C'est pas pour rien qu'il y a un A sur son chandail la semaine passée à Colorado à 22 ans. Là. C'est un gars extrêmement mature. Tu sais, Beauvie est bon, c'est un leader dans le vestiaire. Mais, tu sais, Maverick Bourque, il est excellent. Là. Mais Samuel Girard, que moi j'ai vu, là, c'est dur à battre. Ça a vraiment fait mal au cataracte quand on a su qu'il n'allait pas revenir. On mettait tous les espoirs sur lui. Tu sais, l'année d'avant, tu perds Beauvillier parce qu'il reste à New York Islanders. L'année d'après, tu perds Girard. Tu ne peux pas le monnayer. Tu ne peux pas l'échanger à 20 fêtes pour aller chercher, comme on disait tantôt, 2 premiers choix, puis que lui s'en aille avec une équipe pour aller à la Coupe Memorial.
Là, on a perdu l'année passée, je pense que c'était Simon Benoît. Là, cette année, Gabriel Denis ne revient pas. Tu sais, c'est tous des facteurs que tu ne peux pas calculer. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand une équipe de hockey junior perd une superstar de même à 18 ans, il y a des compensations. Oui, tu ne peux pas le monnayer en aller chercher des choix, mais les organisations reçoivent, je pense que les Cats ont reçu un chèque de 60 000 pour Beauvillier puis pour Girard, parce qu'ils partent à 18 ans pour la Ligue nationale. Tu sais, à 19-20 ans, je pense que ça ne rentre pas là, la subvention ou le chèque, parce que ça permet aux organisations de, justement, si tu ne peux pas aller chercher des choix au repêchage pour te reconstruire, ben, au moins tu as un peu d'argent pour pallier au fait qu'il va peut-être avoir moins de monde qui vont venir au match, etc., etc. Là, mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça fait extrêmement mal aux Cataractes là, pour, dans les cycles qui ont suivi la conquête de la Coupe Memorial. Souvent, c'est des cycles de 4 ans, comme on parlait tantôt. Ben, si tu monnaies Samuel Girard, là, tu vas chercher 2 premiers choix. Puis, déjà cette année, c'est différent. Ouais. T'avais-tu une autre question, Hubert? Oui. Ça serait pas mal ma dernière question dans mon segment un peu profond. C'est qu'est-ce qui fait un bon animateur de radio? Écoute, comme je l'ai mentionné souvent, d'abord de ne pas avoir peur de faire face à de nouvelles situations, de carburer d'avoir le poil sodo sur les bras tout le temps, de carburer aux défis, que ce soit dans une entrevue avec un artiste de renom ou dans des mises en situation comme la classique hivernale, d'être à l'écoute. Parce qu'on parle beaucoup, mais souvent, ce qui fait un bon animateur, c'est sa capacité d'écouter. Écouter l'interviewé, écouter les signes autour de toi, écouter des gars comme vous autres, d'écouter, d'être à l'écoute, puis d'être disponible. Surtout d'être disponible, de ne pas dire non trop souvent, mettons. Au début, là, tu as des opportunités. Louis, tu fais ça, tu te tentes-tu? Non, je peux pas, non, je peux pas. Non, moi, je suis un gars très volontaire, puis je te dirais que ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens. C'est comme ça qu'est arrivé quand je suis rentré au temple, mettons. Là. Je me souviens, à un moment donné, j'étais au Milo Land de Ben Milo, qui fait du motocross, et j'étais à Yamachiche, je suis là avec énergie, puis un de ses commanditaires, c'est le temple. Là, je suis là, on regarde sauter Ben. Puis là, je parle avec Yann O'Shaughnessy. Je dis, hey, je suis DJ à Brossette à Louisville. J'aimerais ça peut-être travailler au temple. J'ai tout ce qu'il faut. Puis, ça reste dans le même. J'ai vraiment lancé une ligne à l'eau. C'est juste 1 an plus tard que j'ai eu un appel de, ça te tente-tu, on cherche un DJ, tout ça, puis je suis rentré. Donc, avec les Cataractes, c'était ça. J'ai laissé échapper dans une conversation mon intérêt de, puis tu sais, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'entrer en scène puis de me mettre en valeur, puis j'ai saisi mon opportunité. Fait que, chaque non, c'est une opportunité, je pense, que tu mets de côté. Fait que la disponibilité, puis l'écoute, puis la curiosité de ne pas te fermer d'œillère sur, la musique, les styles de musique, la politique internationale, whatever les sujets. Tu es comme un vecteur de transmission d'émotions ou de contenu. Fait, tu ne dois pas te fermer de porte à rien si tu veux garder l'intérêt de tes auditeurs, puis ta crédibilité aussi, parce que tu sais plus de quoi tu parles, parce que tu as déjà lu, tu as déjà été, tu as déjà rencontré quelqu'un qui... Tu sais, si tu n'as pas de référence dans la vie, c'est pas un métier qui... Il faut que tu bâtisses tes références. Et ton personnage et ta personnalité aussi. Là. C'est toi qui es directement le responsable de ton succès, de ta mise en marché, de ton exposition aux médias et autres médias. T'sais. Des fois, tu es surexposé.
sais, quand on dit la saveur du mois, là, mais pourquoi on voit tout le temps Rémi Girard dans tous les films? Pourquoi, mettons, Éric Salvaille, à un moment donné, avant que le scandale arrive, on le voyait partout. Il était surexposé. Ça y a monté à la tête. Puis, je ne dis pas que ça a rapport avec ce qui est arrivé, mais après ça, les gens stand ou les gens, il est partout. Il tape bien ses nerfs. Oui. Puis plus tu vas en faire, des fois, plus tu vas tourner coin rond. Tu es aussi bien de contrôler ton exposition, puis de pas trop juste, pour rester toujours top of mind, mais pas trop, pour ne pas écœurer le peuple. Ouais. En tout cas, moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Ouais, c'est dur à balancer, surtout. Ouais. Quand tu t'impliques partout, forcément, il y a une place où ça peut déplaire à du monde, fait que tu n'as pas le choix de vivre avec, mais c'est comment tu gères ça après ça qui va te garder plus fort. Exact. En terminant, parce que là, ça fait vraiment beaucoup de temps ben oui. La conversation est super tu bien. Tu couperas au montage. Non. C'est ce qu'on peut faire, c'est peut-être 2 épisodes distincts. On va voir comment on va gérer ça. Mais en terminant, est-ce que tu regardes le Super Bowl, toi, ce soir? C'est sûr. Le podcast va peut-être mal vieillir, mais qui tu prends? Ben écoute, dans mon environnement familial, là, que ce soit chez la mère d'Alexis et Charles ou ici à la maison, je suis pas mal le seul à prendre pour les Bucks, je te dirais. OK. Ben écoute, moi, je te dis, tu sais, Tom Brady à mon âge, tu sais, Brady a participé, je pense, à 18% des Super Bowls dans toute l'histoire de la NFL. Tu sais, non, mais sur 55, là, je pense qu'il en a fait 10, 11. Là. C'est son winner. Son 10e, bon, ben, fais le calcul, là, en pourcentage, c'est quasiment ça. Ça, c'est bon. Ouais. Fait que, ouais, je prends pour le bon vieux Tom. Valeur sûre. Il est capable de s'adapter. Hein, encore une fois, c'est une de ses forces. C'est un leader. Toutes les qualités que je t'ai nommées tantôt, je pense que ça peut aider à être un bon leader positif. Ça, me suis toujours forcé. En fait, j'ai appris parce que je n'ai pas toujours été un leader positif. Là. Des fois, dans mon milieu, des petites bitcheries. Là, quand tu commences ta carrière, des fois, tu dis des choses que tu ne penses pas vraiment, mais que les gens entendent. Puis, j'aurais pas dû parler de cette personne-là de cette façon-là. Fait que j'ai appris beaucoup à devenir un leader positif, mais je pense que Brady, c'est tellement un leader incontesté. C'est un winner. Hein, tu l'as vu, la saison a commencé, une coupe de défaites. Après ça, ils ont fini, je pense, avec 6 victoires ou 5. Tu sais, c'est Brady qui a placé, il est arrivé avec ses affaires. Les jeux, ils ont pratiqué leur jeu, leur façon de rejoindre ses nouveaux coéquipiers sur le terrain aussi, d'apprendre à les connaître. Puis, je suis certain que ce gars-là amène au sein d'une organisation. Un peu comme un Crosby. Hein? Exactement, exactement. Mais ouais, je vais y aller pour l'expérience. Okay. Je ne peux pas te donner de pointage, mais je vais y aller pour le bon vieux Tom. J'espère qu'on va avoir un match après la demi encore. C'est ça. Toujours le fun, là, du spectacle, un peu. C'est ça. Du suspense dans le match. Ouais. Remontée, genre improbable, miraculeuse. Ouais, ça c'est le fun. Qui fait un film. En même temps du Super Bowl, ben là, on va préparer la poche de hockey d'Alexis pour demain qui va rentrer. Puis la poche de hockey à Charles qui s'en va lui aussi pour les, juvéniles, les Benjamins, secondaire 1. Alexis, lui, était avec les Jet Espoirs aux Estacades. Fait que lui ici, c'est beaucoup de choses à penser, mais on est dans le sport, on est dans l'activité physique, dans la santé tout le temps. Puis les petits gars sont allumés, puis ça va bien à l'école. Fait que entre deux jeux à soir, on va préparer les ailes, puis les pads, puis les... Il va y avoir des petits ronds de gras sur ses pads demain. C'est ça. La sauce barbecue. Hey, écoute, merci d'avoir pris le temps de nous parler de ta passion. Je pense qu'on a beaucoup appris. Il y a plusieurs choses qu'on ne savait pas sur toi. Puis je pense que le monde qui te connaisse ne savent pas tout non plus sur toi. Puis là, ils vont apprendre beaucoup de choses. Fait que c'était vraiment très instructif. Puis c'était vraiment le fun. Écoute, Antoine, ça m'a fait plaisir aussi. Hubert, ça m'a fait plaisir de te connaître. Là, je ne sais pas, hein, c'est l'avenir, le podcast. Nous autres, chez Bell Media, là, chez Radio Énergie, c'est des choses sur lesquelles, personnellement, là, je suis un vieux de la vieille, mais
la nouvelle technologie, c'est un peu fastidieux pour moi, là, faire une story Instagram. Là, je m'excuse, mais c'est pas naturel. Là. Ouais. Mais le podcast, c'est l'avenir. Puis je vous invite à pousser votre projet au max, à être pertinent, faites vos recherches. Là, Ouais. mais vous étiez préparé, ça paraît que vous aimez ça, puis capitulez là-dessus. Bonne chance dans ce petit projet en développement-là. Vous allez rencontrer des gens qui vont peut-être avoir une incidence sur ce que vous allez faire plus tard, parce que c'est au fil de discussions comme ça qu'on fait aïe, c'est pas du tout ce que je pensais. J'aimerais ça faire. Donc, je vous encourage bien gros dans vos démarches, puis ça a l'air. Vous vous lancez peut-être là-dedans un peu naïvement, mais au fond de vous autres, ça paraît que vous avez cette passion pour le sport, puis je vous encourage à ne pas lâcher. Puis, pour moi, en fait, vous avez une longueur d'avance sur moi, je vais vous le dire. Il faudrait que je m'y mette. Il faudrait que je sois plus techno un peu. Mais tu sais, comme bon, avec ça, nous, c'est super facile. Ça fait partie des points à travailler. On a toujours des choses à travailler avec le temps. Exactement. On n'est jamais complet. C'est ça, c'est ça. Fait que, Ben, je te remercie vraiment pour les beaux mots. Pour vrai, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'en ai appris beaucoup. Puis tu étais vraiment super intéressant. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le plaisir. Puis quand vous viendrez au Cataract, Antoine, je vais t'appeler Xavier comme ton frère. Antoine, n'hésite pas aussi. Tu sais, moi, j'ai des billets de saison pour ma famille en arrière. Puis souvent, tu connais Charles. Toi aussi, Hubert, si ça vous tente, là, vous me le dites, puis on s'organisera quelque chose. Je vous ferai peut-être faire, quand ce sera permis, là, un petit tour de l'arrière-scène de la préparation d'un match de hockey. Puis peut-être qu'un jour, il y aura un Hubert Rochelot qui va venir annoncer des buts en remplacement de Louis Cournoyer qui a une extinction de voix ou qui est parti en vacances dans le sud de l'hiver. Ah ben c'est pas l'envie qui manque. On ne sait pas. Ben, merci beaucoup. Puis, Merci Salut les gars. on a hâte de te revoir avec le hockey. À bientôt. Salut. Bientôt. Ciao.